Donc vous voyez ce tableau numéro 1, et il y avait une préparation du génocide du mois d'avril 1994. Il y avait donc le préfet, et il y avait les militaires, il y avait une femme qui sourit, qui est contente pour le génocide. Ça c'est la torture. La torture, vous voyez cette femme qui avait 7 enfants, donc vous voyez comment il a fait la torture. Vous voyez que le gouvernement aussi a participé au génocide, parce que vous voyez les militaires qui tuent, qui commencent à tuer. Vous voyez aussi cette femme qui vient d'être morte. Et vous voyez aussi le trou là où ils mettaient les cadavres des Tutsis. Ça, c'est une photo de 90, de juin 90. Et j'étais enceinte, donc j'avais la petite maintenant qui a 10 ans. J'avais une grossesse de 6 mois. Et mes enfants, Thierry, Vaïzi, c'est ce jeune-là qui était à Outaré, dont on a poursuivi le nom. Et, il avait à l'époque, donc en 90, il avait encore 9, il est de 81, 9 ans. Et celui-ci, il avait seulement 7 ans. Et ils sont morts à 13 ans, ils sont morts à 11 ans. C'est votre mari, la grande photo? C'est mon mari et c'est une photo que j'ai reçue d'un ami, un Allemand, qui était venu ici en 93, novembre 93. Donc c'est la toute dernière photo que j'ai eue et c'était une toute petite que j'ai fait grande et que j'ai fait un cadre comme ça. Donc j'ai fait mettre son nom. Et ici, en Kinyarwanda, Ntwari, ça veut dire brave ou patriote ou courageux. Alors ici, la phrase, c'est pour dire « Nous ne t'oublierons jamais ». Et les autres photos? Alors, j'ai ici mon mari. Aussi, c'est une photo que j'ai reçue d'une cousine qui était en Belgique. Donc, c'est une photo des années 63, je crois. Il avait 25 ans. Et ça, c'est mon cousin qui est mort aussi à Outaré. Et son père était mort, était tué en 63, donc justement mon oncle paternel. Et lui donc est tué en 94. Ça c'est mon père. C'est mon père. Et que maintenant j'ai retrouvé les vêtements dans le fosse de Nyamirambo. Ça c'est ma tante, je ne les ai pas vues. Ça c'est ma cousine. Et elle est morte avec 6 sœurs et un frère. Et sa maman et son père, donc toute la famille est décimée, elle est de Nyamata. Et alors ça, c'est ma cousine aussi qui est morte, qu'on a tuée en 94, et elle est morte avec ses 4 enfants et son mari. Lentement, depuis 7 ans, Spécios poursuit sa descente aux enfers. Rescapée presque par miracle du génocide, elle y a laissé parents, mari, enfants, cousins, oncles, tantes. Il y a 4 mois, elle retrouvait au fond d'une fosse commune les restes de son père. C'est quoi? Ce sont les vêtements de mon père que j'ai. Donc de tout mon père, j'ai retrouvé son crâne qui manquait 2 dents de devant. Et puis j'ai retrouvé son veste et sa chemise et son cinglet et puis ses pagnes et son pull. Donc ça venait de faire 7 ans dans la fosse. C'était tout noir. J'ai essayé de tremper, d'essayer de renouveler, mais l'odeur, ça reste. Donc c'est le pull de papa. Et c'est parce qu'il portait des pagnes, on n'a pas de vêtements. Et ça, j'ai trempé des mois, mais ça ne parle pas l'odeur parce que c'est très sale et puis c'est très noir. Mais quand même, vous voyez la couleur. J'ai essayé de la remettre. Et mon père n'était que... Il ne savait même pas lire ni écrire. C'était quelqu'un de très innocent. Il était très bon pour tout le monde. Et même avant de mourir, il me demandait, mais ma fille, pourquoi on me veut du mal alors que je n'aime que les gens.
Je le mets là-bas parce que ça pue, je ne peux pas mettre à l'intérieur. Il y a une odeur qui ne peut pas partir. Ça aussi, donc, les nôtres sont devenus comme des saletés. Quelqu'un qu'on a aimé, des êtres humains qu'on a aimés comme ça, devenus des saletés qu'on doit jeter. Aujourd'hui, pour Spéciose, la vie doit continuer. Entre l'éducation de Cerise, le seul enfant qui lui reste, et son travail de secrétaire dans une société d'import-export. Mais Spéciose investit aussi beaucoup de son temps à aider d'autres rescapés du génocide qui vivent très souvent dans le besoin. Sept ans déjà ont passé, mais certains bourreaux sont toujours là et les rescapés restent profondément marqués par la peur. J'ai peur des gens. J'ai peur parce que je me sens toujours en insécurité. Parce que tellement tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a vécu, et puis le phénomène d'habiter, de réhabiter la même maison que j'ai habitée avant, et puis de sortir, parce que j'ai en face les gens qui ont détruit cette maison, qui ont pillé, et dont je vois les enfants, les grands-mères, tout le voisinage dont on était amis, tout d'un coup qui ont pillé notre maison, qui l'ont détruite. Une maison où on venait de passer 20 ans de vie conjugale. En face, nous avons retrouvé nos torts qui ont fait leur clôture. Et nous avons trouvé les baignoires, les éviers, les toilettes sur les trous. Donc on a retrouvé quand même une grande partie de notre matériel là-bas. La peur n'est pas injustifiée. L'environnement reste de toute évidence hostile. Mais Spéciose est décidée, elle viendra témoigner à Bruxelles contre Vincent Tézimana, qu'elle tient pour responsable de la mort de ses deux fils. Moi, j'ai peur du public, tellement que je me dis, mon Dieu, à Bruxelles, comment est-ce que je vais tenir? Qu'avant même, je me disais, je ne vais pas y aller. Donc, il y a eu l'insistance et puis la conviction que quand même ma survie aura servi quelque chose si jamais je vais à Bruxelles et que peut-être la justice soit faite, qu'on puisse éradiquer l'impunité, qu'on puisse punir ces présumés génocidaires. Je me dis au moins peut-être ça servira à la mémoire des nôtres, pas seulement de mes enfants, mais de tous ceux qui sont morts à cause de la mauvaise propagande de ces intellectuels qu'on va juger à Bruxelles. Moi, je préfère la Belgique parce que je vois que la Belgique quand même a fait des grands pas pour éradiquer justement cette impunité. Et pour moi, je me dis quand même, si des étrangers, si on parle d'étrangers, on fait beaucoup d'efforts pour que ce procès puisse réussir. Comment est-ce que moi, qui suis victime, qui suis survivante, je puisse dire non? Donc ça aussi, je dois aider, c'est ma survie, donc elle ne doit servir que pour la justice, que pour la mémoire. On les appelle les veuves de Sovu. Leurs maris, Tutsis, ont été massacrés en 1994 ici, dans un village qui n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a plus que des champs de manioc, des cultures d'avocats ou de bananes que les veuves consciencieusement continuent à cultiver. Monsieur Seburignori, le père de Régine qui est le concierge du couvent, son fils et Monsieur Calido nous ont recensés. On était mardi et nous avons entendu de l'aide. Après nous avoir recensés, Monsieur Seburignori a remis la liste à la sœur supérieure Gertrude. On vous a recensé pour savoir combien vous étiez ou pour savoir combien il y avait de Tutsis? Il n'y avait que des Tutsis. Tous les Tutsis qui habitaient à Sovu et à Gako. Sur la liste, nous étions 3500. Il y avait une femme qui s'appelait Pascasia, à qui on a lancé une grenade ce jour-là, c'était jeudi. Elle a été blessée à la tête et les policiers nous ont dit « Ne vous en faites pas, nous assurons votre sécurité ». Mais le lendemain, vendredi à 8h, tout a empiré. Des coups. Ils ont frappé, découpé, fait exploser.
Je ne sais pas comment te raconter, on n'était plus des humains. Les Interahamwe sont descendus et tous nos voisins du haut de la colline. Ils sont venus et ils nous ont attaqués, ils ont découpé, ils n'ont laissé que des cadavres. Nous seuls avons survécu. On a erré, personne ne savait où aller. Nous n'avons jamais espéré nous revoir. Grâce à Dieu, nous nous sommes retrouvés et c'est comme ça aujourd'hui que nous vivons ensemble. Je n'avais que 6 enfants. Leur père, leur grand-mère, ils sont tous morts. Je suis restée seule comme ça ici à cultiver ma terre. Josefa a échappé aux machettes, elle est Hutu. Mais son mari, Tutsi, est mort, de même que tous ses enfants, des Inyenzi, des cafards. Josefa ne sait ni lire ni écrire, elle ne parle que Kinyarwanda. Elle n'a jamais quitté son village, mais elle viendra à Bruxelles en avion pour témoigner contre les 2 religieuses, Gertrude et Kizito. Elle veut être sur place pour voir si la justice des Blancs fonctionne bien. Ça devrait faire plaisir à tout le monde et surtout à nous qui avons survécu. Le seul souci qu'on a, c'est pourquoi ils ne sont pas jugés ici, au Rwanda, où ils ont commis leurs crimes. C'est ça notre seul problème. C'est cela qui vous ferait plaisir? Oui, qu'ils viennent ici, ce serait bien. Mais là-bas, s'ils sont condamnés, ils feront de la prison. Oui, de toute façon, c'est là qu'on fait les lois. Mais si on les condamne là-bas, qu'on les ramène ici, qu'on les mette en prison ici, c'est ça qui me ferait vraiment plaisir. Vous ne faites pas confiance aux Belges? Mais qui me prouvera qu'ils seront vraiment en prison? Je ne serai pas là pour le voir. Ce qui inquiète surtout Josefa et les autres veuves, c'est le côté pratique des choses, l'angoisse de l'avion, le pays des Blancs, ce qu'on y fait, ce qu'on y mange. Comment les recevra-t-on? J'ai entendu dire que pour aller en Europe, il faut être convenable. Et nous, on ressemble à des réfugiés. Regarde mes pieds. Est-ce que ces pieds-là peuvent aller en Belgique? Vous récoltez des patates douces pour votre repas. C'est ce que vous mangez d'habitude. Mais en Europe, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous allez manger là-bas? Ce que vous aurez décidé pour nous, on le mangera. Même des chenilles? Vous en mangeriez des chenilles? Non, ça non. On mange ça en Europe. On ne peut quand même pas manger des chenilles. Vous nous donnerez bien quelque chose d'autre s'il n'y a pas de patates douces. Et s'il n'y a pas de patates douces, il y a bien du riz, ou des pommes de terre, des haricots, des légumes, des choses comme ça. Quand vous arriverez en Belgique, on vous mettra dans un hôtel. Et comment allons-nous faire? Parce que parfois, je passe 5 jours sans me laver. Parce que vous n'avez pas d'eau, mais en Europe, il y a de l'eau. Si vous ne vous lavez pas, c'est par négligence? À ton avis? Moi, je croyais que c'était parce que vous manquez d'eau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de pauvreté, de désespoir et de fatigue. Si tu rentrais exténué des champs, tu penserais à te laver? Après avoir cultivé, je dois encore aller chercher les patates douces, je dois encore aller chercher du bois, les cuire. Quand veux-tu que je me lave? En Europe, vous pourrez vous laver avant de vous coucher, par exemple. Je passerai mon temps à me faire belle et je rentrerai blanche comme les blancs, là. Les veuves de Sovu ne vivent pas trop bien. Elles survivent plutôt en cultivant. Elles n'ont plus d'hommes pour s'occuper de tout cela. Et le voyage en Belgique va encore un peu plus compliquer les choses. Qui va nourrir les bêtes pendant tout ce temps-là? Qui va garder la maison, empêcher les vols, les destructions? C'est que tous les voisins ne sont pas nécessairement des amis. Adelis aussi est une veuve du génocide. Un coup de machette à la nuque lui a laissé un bras paralysé. Aujourd'hui, Adelis est remariée. Elle a un bébé. Elle viendra témoigner à Bruxelles avec son enfant. Ce procès me fait plaisir, mais pas autant que s'il avait lieu au Rwanda, là où les crimes ont été commis. Mais là-bas, il paraît que la punition, c'est pas la même qu'au Rwanda. La prison, par exemple. On nous raconte qu'ils sont très bien en prison. Mais vous savez, ils ne sont pas encore en prison. Ici, les gens sortent des prisons pour aller au procès. Tandis qu'en Belgique, ils sont encore en liberté, ils viennent au procès,
Et puis ils rentrent chez eux, ils vont, ils viennent. Ça, je ne peux pas comprendre. Vous voudriez qu'ils fassent de la prison ici? J'ai vraiment envie de les voir dans les prisons au Rwanda. Mais vous êtes quand même contente que ce procès ait lieu. Oui, ça me fait plaisir. Vous viendrez en Belgique? J'irai pour témoigner parce que j'ai vu tout ce qui s'est passé. Je leur dirai les yeux dans les yeux. Où allez-vous laisser votre bébé? Mon bébé, je l'emmènerai avec moi. Vivre en ville n'est pas plus confortable que là-bas, sur la colline. Consolée, veuve de 34 ans, a préféré s'installer au centre de Boutaré, pas trop loin de son travail. Seule avec ses 5 enfants, Consolée a beaucoup de mal à nouer les deux bouts. Je fais le travail d'une infirmière à l'hôpital universitaire. Je suis payée 2000 francs belges par mois. C'est avec cet argent que je dois élever mes enfants, mais aussi louer ma maison. Ce n'est pas suffisant. Je dois m'endetter régulièrement. Je rembourse petit à petit, très peu à la fois. Et j'ai un loyer de 1500 francs belges pour une chambre et pour une pièce de séjour. Il reste ce mois-ci 500 francs belges à Consoler pour vivre. Aujourd'hui, ses enfants auront à manger. Elle pas. À Sovo, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai perdu mon mari, mes frères et mes sœurs. Toute ma famille a été décimée là, au monastère. C'est donc important de venir témoigner en Belgique? Oui, c'est très important pour moi. Pour savoir, pour être confronté à ces gens et leur rappeler ce qu'ils nous ont fait avant de s'enfuir à l'étranger. C'est bien pour vous que le procès ait lieu en Belgique? C'est bien de ne pas les laisser en paix, tranquillement réfugiés en Europe, alors qu'ils nous ont fait tant de mal. En allant en Belgique, nous pourrons nous rendre compte si la justice fonctionne bien là-bas. Vous n'auriez pas préféré que le procès se tienne au Rwanda? Si, j'aurais été contente, mais on ne peut pas critiquer leur justice en Europe, car nous ne la connaissons pas. Vous n'avez pas peur d'aller en Europe? Non, je n'ai pas peur. Et de voyager en avion? Non, je n'ai jamais pris l'avion, mais je n'ai pas peur. Les génocidaires m'ont enlevé toute ma peur. Vous avez connu pire. Ce à quoi nous avons échappé était bien pire. Un nouveau village a été construit pour les veuves de Sovo, à côté du dispensaire où leurs proches furent mutilés à la machette puis brûlés vifs. Et la vie se reconstruit ainsi, très très lentement, mais avec la peur toujours bien présente. Tous les complices du génocide ne sont pas en prison. Vous n'avez pas peur d'avoir des problèmes au retour? Évidemment que j'ai peur. Maintenant, déjà, nous avons peur parce que nous cohabitons avec les assassins des nôtres. Là-bas, en Europe, en Belgique, nous aurons peur aussi parce que ces gens contre lesquels nous allons témoigner sont très soutenus par des personnes importantes. Et nous ne sommes que des paysannes. Regardez où nous vivons. Là-bas ou ici, c'est égal, leurs amis nous entourent. Ceux qui les soutiennent sont ici. Sœur Kizito, par exemple, est née à Sovo. On témoigne contre elle, alors que sa mère, ses frères et ses sœurs sont ici, parmi nous. Elle a 4 ou 5 frères. Nous cohabitons avec ces gens et nous vivons dans la peur en permanence.
La peur reste vive aussi chez Speciose. Témoigner ne se fait pas sans risque. Elle avait d'ailleurs auparavant refusé de se rendre à Arusha pour témoigner au tribunal pénal international. Les premiers temps, on avait peur d'y aller parce nous avons eu un voisin qui était déjà allé et qui, de son retour, a été tué par... on ne sait pas savoir si c'était les Interahamwe ou les amis de ces gens ou un autre phénomène. Mais pour nous, survivants, on s'est dit que c'est peut-être à cause de ce témoignage à Arusha où ça nous a fait peur. Et les premiers temps, et même maintenant, je fais comme si personne ne doit savoir que je dois partir là-bas. Parce que quand même, ces gens ont des familles ici et ça fait peur. Et ce sont des familles invisibles qui vous épient et vous ne les connaissez pas. La peur, Speciose connaît depuis longtemps. Le plus difficile aujourd'hui, c'est de faire comme si rien ne s'était passé, alors que depuis 1960, elle n'a connu que la haine anti-Tutsi, les poursuites, les pillages, les assassinats. Elle-même a plusieurs fois vu la mort de fort près, comme ce jour où des militaires ont investi sa maison. Vous-même, vous êtes une rescapée, parce que vous avez été... Oui. montré, peut-être que vous avez été... Et c'est pas seulement ça. J'ai été dans les cadavres, j'ai été à l'école technique de Kichukiro, où la mémoire a abandonné les gens et où on nous a chassés, poursuivis, fait des kilomètres et des kilomètres pour arriver au lieu des massacres. Vous avez des séquelles physiques? Des séquelles, je les ai depuis 92. Depuis 92, j'ai les séquelles de ça. Ça, on a fait donc, c'était ici dans la maison. Et normalement, on venait chercher mon mari pour le tuer parce que c'était quelqu'un de droit de l'homme qui parlait, qui dénonçait le régime. Et alors, on ne l'a pas trouvé, mais je crois qu'on devait faire le signe parce que c'était 9 militaires, 3 sont rentrés, 6 autres sont restés derrière. Et alors, je crois qu'ils devaient montrer comme quoi ils sont passés dans la maison parce qu'ils n'ont rien pris comme un pillage et tout. Donc, ils ont fait ici 7 machettes, je crois, c'était 7. Très fort. Et alors, ici, c'était plus aigu. Ils l'ont fait donc avec la pointe de la machette. Et ici, c'était très grave. Et j'avais ma fille de 2 ans. Je ne pouvais plus la tenir dans les bras parce que j'avais le bras comme ça. D'une certaine façon, vous allez témoigner aussi pour survivre, pour quelque part faire votre deuil? Non, je crois que c'est une idée seulement. Témoigner, c'est comme si j'essayais d'alléger la dette que j'ai envers les miens, parce que je n'ai pas pu les enterrer. Je me dis, au moins, avec le témoignage, j'essaie de les faire vivre. C'est la mémoire à la fois, et puis c'est alléger aussi ma dette morale d'avoir survécu. Donc, je me dis que quand même, le témoignage, c'est quelque chose qui te donne la justification de survie. Donc, on se justifie. On dit quand même, je sers à quelque chose, c'est tout. Speciose, parfois, reçoit la visite d'autres veuves. Partager sa peine donne ainsi un peu plus de courage. Ici, par exemple, dans le groupe de 5000 personnes avec qui j'étais à l'école technique de Kichukiro, je suis peut-être la survivante intellectuellement qui peut dénoncer. Les autres, ce sont des mamans qui ont perdu toute leur famille, qui n'ont même pas de quoi survivre. Comment est-ce que quelqu'un peut témoigner alors qu'il n'a pas de quoi survivre? De toute façon, il dit, ça ne sert à rien, ça ne ressuscitera pas mes enfants, ça ne ressuscitera pas mon mari. Et puis peut-être je vais m'exposer comme ça dangereusement, inutilement. Ça demande aussi un effort surhumain de s'exposer. Moi, je me dis, si même je m'expose, si même demain, je suis morte à cause de mon témoignage, je m'en fous. Au moins, je me dis, j'aurais servi à quelque chose. Et puis la société qui ne comprend pas, qui dit que peut-être on exagère. Mais si tout le monde se mettait à la place d'une maman qui perd ses enfants, qui perd la famille, qui perd l'environnement,
Moi, je me dis que quand même, on est fort.